Bonjour et bienvenue à vous. Bienvenue à l'édition 2020 de la Fête de la Science organisée par la FM Téléthon. L'apéro au labo, une grande première 100% numérique dans ce contexte sanitaire qui nous contraint toutes et tous. Donc je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Élodie Jonot, je suis salariée de la FM Téléthon. Je suis en charge de la e-force et de la mobilisation numérique. Donc je suis un petit peu comme un poisson dans l'eau derrière mon écran là. Et je serai la modératrice de l'apéro qu'on va partager ensemble ce soir. Donc ça veut dire que je vais garder un œil toujours là à ma droite, c'est pour ça qu'on a l'impression que je ne vous regarde plus, dans le fil de conversation pour noter les questions que vous auriez et je me chargerai de les transmettre à nos 2 experts pendant la soirée. Je vous passe le laïus sur l'histoire de la FM Téléthon, hein, je pense que vous le connaissez même mieux que moi, donc je serais presque gênée de le dire. Et donc ce soir, on a l'immense honneur d'accueillir Xavier Nissan, directeur. Nissan ou Nissan? Ouais, Nissan. Allez, Xavier Nissan, directeur de recherche chez ISTEM, et Alexandre Méja, chargé de mission scientifique à l'AFM Téléthon, qui vont animer l'apéro de ce soir. Et donc, même si nous ne sommes pas extrêmement nombreux, pour le confort de tous, je vous invite au moment où notre premier intervenant prendra la parole à couper vos micros et vos caméras pour faciliter le flux et le silence. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de conversation situé en haut à droite de votre écran. Et puis, Xavier et Alexandre, à vous de voir si vous voulez faire des pauses pour prendre les questions qui arrivent dans le fil ou si vous préférez à la fin qu'on rassemble tout. C'est vous qui me dites. Aucun Voilà, problème les pour amis. répondre aux questions au fur et à mesure de la présentation. D'accord. Vous avez, pour les gens habitués à Teams, hein, donc il y a la petite main qui se trouve à côté de la petite icône conversation que vous pouvez lever en cours de présentation pour indiquer que vous avez une question. Si vous souhaitez prendre la parole à l'oral, vous levez la main. Merci, merci Alexandre. Et puis, si vous souhaitez la poser par écrit, je la transmettrai à nos 2 maîtres de cérémonie 100% AFM ISTEM, apéro labo. Ça picole ou pas, Xavier? Parce que bon, c'est l'apéro. Ah oui, ça tourne à l'eau minérale. Mais... Impeccable. Donc, je vous souhaite à toutes et tous un bon apéro au labo. Je coupe moi-même mon micro et ma caméra et je laisse la place à Xavier qui va prendre la parole le premier. Bon, bonjour tout le monde. Je vais faire une petite rotation pour aller lancer ma présentation et après je me remettrai en place. Donc, tic-tac. Il faut juste que vous me confirmiez lorsque vous voyez la présentation. Est-ce que vous voyez la présentation? C'est bon, sauf qu'on n'est pas en plein écran. Ouais, je suis en train de le faire, chouchou, t'inquiète pas. Ah pardon, on est enregistré. Excusez-moi. On y va. Donc bonjour à tous. Bienvenue dans cet apéro labo sur le thème de la recherche de traitement pharmacologique par criblage à haut débit. Alors, c'est un mot barbare. Je vais vous expliquer exactement ce qui se cache derrière ce mot barbare. Je vais avoir la chance, l'honneur et le privilège d'être accompagné de mon ami Alexandre Méja, qui est chef de projet à l'AFM Téléthon et qui vous parlera des initiatives qui sont prises par l'AFM Téléthon pour mettre en place cette stratégie aux maladies génétiques ultra rares. Alors, pour bien comprendre l'intérêt du criblage à haut débit et surtout du repositionnement. Le repositionnement, c'est un terme que je définirai juste après. Il faut reprendre quelques basiques sur le développement du médicament. Alors, pourquoi est-ce qu'on est obligé de trouver des petites feintes et des petites astuces pour aller plus vite dans le cas des maladies génétiques ultra rares? C'est principalement parce que la recherche de médicaments est un processus, le développement de médicaments est un processus extrêmement long, extrêmement coûteux, qui prend en général 10 à 15 ans, donc extrêmement long, et qui coûte en général extrêmement cher. On parle de plusieurs centaines de millions d'euros, voire de milliards d'euros pour le développement d'une nouvelle entité chimique. C'est comme ça qu'on traite la plupart des maladies dans nos pharmacies. On va rechercher la molécule la plus efficace, on va en développer un médicament. Ce processus prend très longtemps. On va ensuite le tester dans les études de phase clinique, de phase 1, 2 et 3. Si vous avez des questions sur ça, on pourra y revenir juste après. Et puis, une fois qu'on a montré qu'il n'était pas toxique, qu'il n'entraînait pas de trop d'effets secondaires et que la balance bénéfice-risque était en faveur du médicament, on va développer le médicament et on va ensuite le mettre sur le marché. Ce processus, il est très long et dans le cas des maladies génétiques, il n'est pas toujours possible. Pourquoi ?
parce qu'au fur et à mesure des étapes de développement du médicament, on va se retrouver confronté à des coûts qui vont augmenter considérablement. Les études de phase clinique coûtent beaucoup plus cher que les études exploratoires qui nous permettent de trouver des molécules. Et donc, dans le cas des maladies génétiques, le problème est qu'on va avoir du mal à intéresser des industriels pour payer ces études de phase clinique qui vont durer longtemps et qui vont à la fin, si le nombre de patients n'est pas à la hauteur de leur investissement, leur rapporter très peu d'argent. Ce qui fait qu'il a fallu trouver une manière de détourner cette stratégie générale pour trouver des médicaments plus rapidement et de façon moins coûteuse. Alors pour ça, on a, dans le cas des maladies génétiques ultra rares, travaillé sur une méthode qui s'appelle le repositionnement. Alors pourquoi le repositionnement? Principalement parce que des maladies génétiques, il y en a de nombreuses. On estime que 350 millions de personnes en Europe sont atteintes d'une maladie génétique. Et elles sont, et ça par contre on ne le sait que trop peu, c'est qu'elles sont extrêmement variables. Il y a plus de 3000 gènes qui sont à l'origine de maladies génétiques et il y a plus de 7000 maladies génétiques différentes. Ce qui fait que si un industriel souhaitait investir dans le développement d'un médicament pour l'une ou l'autre de ces maladies génétiques parfois très rares, ça lui coûterait extrêmement beaucoup plus cher que ce que ça pourrait lui rapporter à la fin d'une dizaine d'années de développement. Et donc j'attire votre attention principalement sur ces trois chiffres, 7000 maladies génétiques et 3200 gènes à l'origine de ces maladies génétiques et 350 millions de personnes atteintes. Et donc, lorsqu'on regarde plus précisément ces chiffres, on se rend compte que la majorité de ces maladies génétiques sont ultra rares. Ultra rares signifiant qu'elles touchent moins d'une personne sur 50 000. Et ce que vous pouvez voir sur ce petit graphique, c'est que la grande majorité des maladies génétiques sont en réalité ultra rares et touchent quelques personnes, parfois quelques dizaines de personnes, voire moins. On a la chance dans l'audience d'avoir un éminent spécialiste de la progéria qui est ici. On a travaillé quelques années ensemble et on continue à travailler avec Antoine sur la progéria. La progéria, c'est une maladie génétique qui touche 3 enfants en France et une centaine dans le monde. Donc, vous voyez, c'est le genre de maladie extrêmement rare et des maladies de ce type-là, avec cette fréquence-là, il y en a énormément. Et donc, il a fallu réinventer la pharmacologie. Et pour ça, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il se cachait peut-être des trésors dans la pharmacopée existante. Je ne sais pas si vous le savez, mais il existe autour de 3000 médicaments qui ont déjà été sur le marché et donc qui ont passé toutes ces études de phase clinique, de phase 1, 2 et 3, pour une indication bien particulière, pour des maladies comme le diabète, l'hypertension ou le mal de tête, la fièvre et toutes ces indications que vous connaissez et qui font partie de votre vie quotidienne. Ces médicaments peuvent avoir plusieurs utilités. On trouve parfois des médicaments qui peuvent avoir une fonction intéressante pour une ou l'autre de ces maladies fréquentes. Et on s'est dit qu'il pouvait y avoir exactement la même chose pour les maladies génétiques rares et que dans ces 3000 molécules, dans ces 3000 médicaments, qui du coup nous coûteront beaucoup moins cher à développer puisqu'elles sont déjà développées en médicaments, nous permettront d'attaquer directement la dernière phase d'études cliniques, qui sont les études de phase clinique de phase 2 ou 3 et qui nous permettront de montrer qu'il est efficace chez des patients atteints de maladies génétiques ultra rares. Et donc, tout ce qu'on a cherché à développer ces dernières années, à ISTEM, mais dans d'autres laboratoires également, en lien avec l'AFM Téléthon, ça a été d'automatiser ce processus de repositionnement de médicaments. Alors, comment on fait? Puisque c'est un petit peu ça qui nous intéresse. Il existe plusieurs façons différentes de repositionner un médicament et je vais aborder très brièvement les deux premières pour passer un peu plus de temps sur le thème du jour qui est le criblage à haut débit. Ce qui se passe, c'est que parfois, des médicaments, lorsqu'on les prend, vont avoir des effets secondaires ou vont apporter une fonction supplémentaire, vont nous apporter une fonction supplémentaire. Certains peuvent connaître le cas d'une molécule extrêmement utile chez certaines personnes qui avait été initialement indiquée pour le traitement de l'hypertension et qui finalement avait été repositionnée pour le traitement des troubles de l'érection masculine, qui est le Viagra. Cette molécule avait été initialement trouvée un petit peu par hasard et on lui avait trouvé une fonction différente au cours des études cliniques. Et des repositionnements de ce type-là, on en connaît un extrêmement fameux dans l'environnement de l'AFM Téléthon, qui est celui du salbutamol pour le traitement de la myasthénie j'ai oublié son prénom,
Mathilde. Je ne connais qu'elle, Mathilde. Donc Mathilde, dans sa pathologie, on a cherché à comprendre, pas nous, hein, les chercheurs qui ont découvert la possibilité de repositionner le salbutamol pour le traitement de sa maladie. Ils ont essayé de comprendre quels étaient les gènes, les marqueurs, les protéines, les processus qui étaient impliqués dans l'absence, le manque de communication entre les neurones et les muscles dans le cadre de sa maladie. Et il se trouve qu'ils ont mis le doigt sur une cible et un médicament qui était déjà connu, qui était le salbutamol. Et c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire, mais c'est peu fréquent dans ce sens-là. Il faut faire une observation, il faut avoir une idée bien précise de ce qu'on regarde, et ce n'est pas toujours possible. Et donc, parfois, il faut faire des expériences de laboratoire, il faut tester, il faut rechercher des hypothèses, des mécanismes, et il faut mettre en évidence la possibilité de repositionner un médicament. Et je vais vous parler d'un deuxième exemple avant de vous parler du criblage à haut débit, qui est l'exemple de la myotonie dystrophique de type 1, la maladie de Steiner. Dans cette maladie, le laboratoire ISTEM, l'équipe de Cécile Martina au laboratoire, a commencé à regarder quels étaient les médicaments qu'on pouvait utiliser pour modifier un processus biologique connu de cette maladie. Elle en a testé quelques-uns et puis ils ont mis le doigt sur un médicament qui était la metformine, qui était déjà utilisé pour le traitement du diabète. Et du coup, ça a permis d'aller tout de suite développer une étude de phase clinique, un essai clinique sur ces patients pour essayer de montrer l'efficacité de ce médicament, non pas pour le traitement du diabète, mais pour l'amélioration de la force musculaire de ces patients. C'est le principe du repositionnement. On va essayer de trouver un médicament qui existe déjà et on va lui donner une nouvelle vie, une nouvelle fonction. Et donc, je vais vous parler maintenant de la dernière façon de rechercher ces médicaments à repositionner, qui est le criblage à haut débit, et je vais vous expliquer pourquoi parfois on est obligé de le faire. Alors, le principe du criblage à haut débit, c'est un petit peu le même que d'essayer de passer de la boulangerie artisanale à la recherche, à la fabrication industrielle de pâtisserie ou de viennoiserie. À un moment donné, il faut des robots, il faut des machines, il faut changer d'échelle, il faut modifier la façon de faire. Et donc, c'est ce qu'on a cherché à faire ces dernières années au laboratoire, grâce au soutien de la FM Téléthon, en automatisant l'évaluation de ces médicaments, de ces candidats médicaments. Et donc l'AFM, entre autres, nous a permis d'acheter cette plateforme de criblage à haut débit dont on va vous parler dans la suite de la présentation, qui nous permet aujourd'hui de passer très rapidement, hein, en quelques heures, les 3000 médicaments qui existent pour essayer de trouver, dans un modèle ou dans un autre d'une maladie génétique, lequel de ces médicaments est le plus efficace. Et donc après, c'est notre travail à nous les chercheurs. Donc là, il y a deux chercheurs dans l'audience. Hein. Il y a Mathias Lambert et Antoine Muchir qui font ce type d'expérience. L'objectif, lorsqu'on essaye de trouver un médicament à repositionner pour une maladie génétique, il est multiple. Donc d'abord, ce qu'il faut faire, c'est trouver un modèle cellulaire. Il faut trouver quelque chose, des cellules sur lesquelles on va tester nos médicaments. Des cellules sur lesquelles on va pouvoir évaluer l'efficacité de notre drogue, de la molécule qu'on va chercher à repositionner. Il va nous falloir aussi identifier ce qu'on appelle un marqueur de la maladie. C'est un petit peu comme au toucher coulé. Hein. Lorsque vous mettez un médicament sur vos cellules, il faut pouvoir vous assurer que le bateau a coulé ou que le tir a manqué. Donc, il faut un marqueur de la pathologie, il faut un test qui va nous permettre de suivre l'efficacité du médicament. Il nous faut évidemment des machines, des robots et une librairie de médicaments. Et donc, au laboratoire, on a investi dans l'ensemble de ces recherches depuis maintenant presque 10 ans. Alors, je vais parler d'abord du modèle cellulaire. On pourrait, dans certaines maladies, utiliser des cellules de patients. Ça peut être le cas, par exemple, dans certaines maladies de la peau, où on pourrait avoir accès à une petite quantité d'épiderme chez un patient qui aurait une maladie de la peau, mais de toute façon, on aurait du mal à en produire énormément. Donc, il y a deux contraintes. Il faut pouvoir en produire énormément, des milliards et des milliards pour pouvoir tester tous les médicaments. Et il faut pouvoir avoir accès au type cellulaire, à la cellule qui pose problème dans une maladie bien précise. Dans une myopathie, des cellules musculaires, dans une maladie qui touche le cœur, des cellules cardiaques, dans une maladie qui touche le cerveau, des neurones. Et donc, pour pouvoir avoir accès à l'ensemble des types cellulaires, au laboratoire, on a fait le choix de travailler sur des cellules souches bien particulières qui ont cette capacité à pouvoir se spécialiser dans toutes les cellules de l'organisme. Alors aujourd'hui, on sait qu'il existe à peu près 250 types de cellules dans l'organisme. On n'est pas capable de tout produire, on est capable d'en produire une cinquantaine. Et en réalité, au laboratoire, on focalise nos études sur une dizaine de ces types cellulaires. En particulier, aujourd'hui, on est capable de fabriquer des cellules musculaires à partir de ces cellules souches, ce qui nous permet de tester, dans le cas si on part de cellules souches qui sont porteurs d'une anomalie génétique à l'origine d'une myopathie, on va pouvoir tester
des candidats médicaments sur cette myopathie. Mais on peut également le faire sur d'autres types cellulaires. On le fait sur des motoneurones, on le fait sur des cellules de la peau ou des cellules de la rétine. Et donc, l'objectif, il est ensuite de pouvoir le produire ces cellules en grande quantité. Et donc, c'est pour ça qu'au laboratoire, on a dû investir dans une plateforme de bioproduction qui nous permet de produire en très grande quantité. Il nous faut des milliards de cellules, ces cellules souches, ces neurones, ces cellules cardiaques, ces cellules musculaires. Et donc, cette machine que vous voyez ici en photo nous permet déjà de produire ces banques de cellules en très grande quantité. Et donc, je vous ai dit, ensuite, il nous faut un marqueur de cette pathologie. Les marqueurs peuvent être multiples. Hein. Ça peut être un gène qu'on sait être dérégulé dans cette maladie. Ça peut être une protéine qu'on sait être absente dans cette maladie. Et donc, il faut qu'on trouve ce type de marqueur. Alors, encore une fois, on peut avoir de la chance, on peut faire un travail bibliographique intense qui va nous amener à identifier un marqueur relativement facilement, mais dans la majorité des cas, il va nous falloir des années de recherche. C'est vraiment un travail qui est long, qui est parfois difficile à quantifier, mais il faut savoir que, en tout cas dans mon équipe, l'identification d'un test, le développement d'un test et l'identification d'une cible dans le cadre d'une maladie génétique prend en général 1 à 2 ans avant de pouvoir tester les molécules candidates sur cette maladie. Donc c'est un travail qui est long et qui nécessite beaucoup de temps. Et une fois qu'on a ce test, une fois qu'on a ces cellules, on peut tester les médicaments. Et là, en réalité, on parle souvent de criblage à haut débit parce que c'est ce qui brille, c'est ce qu'on voit, c'est ce dont on entend parler. Mais en réalité, cette étape-là, elle dure quelques heures, quelques jours. Contrairement au développement du modèle cellulaire, au développement du test, à la recherche du biomarqueur qui va nous permettre de tester les molécules, qui prend des années et des années et des années. Donc, c'est un travail de fond qui se traduit ensuite par une analyse assez simple, donc, que vous allez voir sur cette image. Dans ma main, j'ai une plaque qui est la version réelle du petit schéma que vous voyez dans cette présentation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester tous les médicaments d'un côté sur une plaque dans laquelle on aura mis les cellules musculaires, par exemple, d'une personne atteinte d'une myopathie. Et on va essayer de voir, en appliquant ces médicaments sur ces cellules, lequel de ces médicaments a fonctionné en analysant la présence du marqueur qu'on a identifié. Une fois qu'on a montré que ce médicament était efficace, ce qui en réalité nous aura pris déjà des années, le travail n'est pas du tout terminé, puisqu'après il faut montrer que comment ce médicament fonctionne, il faut trouver son mécanisme d'action. Et là, on part sur de nouveau plusieurs mois, voire une année et demie de travail pour essayer d'identifier son mécanisme. Et ensuite, il faut faire des études quand même d'efficacité pour montrer l'efficacité dans des modèles animaux, parce que ce n'est pas parce qu'un médicament est censé marcher sur des cellules qu'il va forcément fonctionner sur des animaux ou sur un être humain. Donc, il faut pouvoir le tester dans des modèles précliniques de la maladie. Et ensuite, il faut pouvoir aller le tester en réel sur des patients qui sont atteints de la maladie qu'on cherchait à traiter. Donc, l'ensemble de ce processus prend aussi quelques années. Donc, on essaye de raccourcir au maximum les délais, mais le processus de repositionnement prend quand même plusieurs années à être mis en place. Alors, on l'a fait au laboratoire sur une maladie qui est la progéria, une maladie qui entraîne un vieillissement accéléré. Dans cette maladie qui touche un enfant sur 20 millions, hein, donc c'est extrêmement rare, on estime que les personnes vont vieillir de 10 ans chaque année à cause d'une mutation génétique dans un gène qui s'appelle LMNA et qui code pour une protéine bien particulière de l'enveloppe nucléaire. Donc l'enveloppe nucléaire, imaginez que la cellule soit comme un fruit, l'enveloppe nucléaire, ce serait ce qui entoure la coquille, ce qui entoure le noyau, pardon. Et donc, on a travaillé sur cette maladie, on a travaillé longtemps sur cette maladie pour essayer de trouver un marqueur de cette maladie. Et ensuite, on a testé, une fois qu'on l'avait trouvé, on a testé 20 000 molécules, dont les 3 000 médicaments dont je vous ai parlé. Et en rouge, ce que vous voyez dans ce graphique, ce sont les médicaments qui étaient efficaces, alors qu'en bleu, vous aviez les médicaments qui ne l'étaient pas. Et vous voyez qu'on en a trouvé quelques-uns qui fonctionnaient bien, notamment une famille de médicaments qu'on a essayé qu'on a continué à développer sur des modèles animaux et dont le travail est encore actuellement en cours. Et donc, ça, c'était un premier exemple. Et le deuxième exemple, c'est sur cette myopathie des ceintures, donc, qui vous montre un petit peu une autre façon de faire.
Dans cette maladie, les cellules musculaires ont un problème, elles ne fonctionnent pas très bien. On a identifié ce qui manquait. Là, c'est ce qui est coloré en rouge sur ces cellules. Donc, vous voyez à gauche des cellules saines, à droite des cellules malades. On voit bien à l'œil, hein, sans être spécialiste, qu'il y a une différence. Il y a moins de rouge à droite qu'à gauche. Et donc, on a testé nos médicaments sur le modèle cellulaire de cette maladie pour essayer de trouver des médicaments qui réactivaient la couleur rouge et donc qui réactivaient la protéine qui manque. Et alors là, vous voyez sur cette image, je vous ai mis volontairement une image d'un médicament qui donne un résultat partiel. On n'obtient pas toujours un résultat formidable, on obtient quelque chose qui est parfois entre le noir et le blanc, parfois un peu plus gris, un peu plus foncé, gris foncé ou gris clair, mais ce qu'on voit bien, c'est que la protéine qui faisait défaut chez ce patient-là est de nouveau présente. Et donc après, l'objectif qu'on a, nous, au laboratoire, c'est de montrer que ce médicament est efficace. En général, sur ces pathologies, il n'y a pas d'autre traitement, il n'y a pas d'autre alternative, à part la thérapie génique, dont on a eu un brillant exposé hier par Serge Braun. Mais en termes d'accessibilité aux médicaments, la plupart de ces maladies génétiques, 95% des maladies génétiques ultra rares sont sans traitement. Et donc, pour pouvoir arriver à mettre en place l'ensemble de ces étapes dans le développement du médicament, l'AFM a construit un réseau de laboratoires, donc le Généton, ISTEM, l'Institut de biologie, chacun ayant ses compétences, ses capacités de test. À Généton, on travaille plus principalement sur la thérapie génique, mais on a aussi des programmes de pharmacologie où on essaye de trouver des médicaments un petit peu par chance ou en réfléchissant ou en faisant une analyse de la littérature pour essayer de comprendre comment on peut repositionner un médicament. À ISTEM, on va chercher à développer majoritairement des approches de criblage pharmacologique à haut débit, puisqu'on a accès à cette plateforme. Et à l'Institut de biologie, on va travailler principalement sur des maladies neuromusculaires où on va développer à la fois de la thérapie génique, de la pharmacologie et où on va aussi mettre en place les essais cliniques dans le cadre des maladies neuromusculaires. Et donc, l'ensemble de ces savoir-faire, l'ensemble de ces travaux de recherche est piloté par l'AFM Téléthon. Et je vais laisser la parole à mon charmant collègue Alexandre, qui va vous présenter comment l'AFM fait pour aujourd'hui démocratiser et multiplier ses applications de criblage à haut débit pour le traitement de ces maladies génétiques. Merci Xavier, merci de ton introduction. Alors, je laisse cette diapo ou je passe à la suivante, c'est comme tu veux. Tu peux passer à la suivante. Donc effectivement, je vais vous parler d'un programme qui s'appelle le programme MyoPharm, qui est un programme financé par l'AFM Téléthon. Xavier vous a magistralement montré toutes les compétences qui aujourd'hui étaient présentes au sein du laboratoire ISTEM et qui permet de construire un modèle de la maladie à partir des cellules du patient, de trouver dans ces cellules du patient un élément qui la différencie de cellules normales et qui va être donc un marqueur de la maladie, et ensuite de toutes les technologies qui vont permettre de tester sur ces cellules différents médicaments pour voir si certains médicaments sont capables de corriger le marqueur qu'on a identifié. Et donc, ce processus qui est assez régulier, l'idée du programme MyoPharm, c'est de le reproduire de manière systématique, c'est-à-dire d'appliquer toujours ces mêmes étapes. Donc, la toute première étape, c'est le rectangle jaune qui se trouve à gauche en haut. Ça va être de faire un prélèvement de patients qui sont atteints d'une maladie neuromusculaire, donc il va pouvoir toucher les neurones, le muscle ou le cœur, et à partir de ces cellules de patients, d'obtenir des cellules souches. Donc, c'est ce qu'on appelle des IPS. Et donc, on a cette étape en bleu qui va être la reprogrammation pour obtenir des cellules souches. À partir de ces cellules souches, on va être capable de produire des cellules différenciées. Donc, on est au troisième rectangle bleu. On va donc là pouvoir produire des cellules musculaires, des neurones ou des cellules cardiaques qui vont présenter le même défaut que les cellules du patient et dont on va pouvoir identifier le défaut à partir du biomarqueur. Alors parfois, ce biomarqueur, il n'est pas connu et donc on va prévoir une étape en vert où on va comparer ces cellules porteuses d'une mutation et représentant les cellules du patient malade avec des cellules de personnes qui ne sont pas atteintes par la maladie pour justement identifier une différence qui soit symptomatique de la maladie. Donc cette étape verte, elle permet de manière comparative de trouver une différence entre les cellules malades et les cellules non malades.
Et lorsqu'on a effectivement identifié ce marqueur, eh bien, vous voyez que quand on arrive à l'étape rose, on dispose de tous les outils, des cellules et du marqueur pour aller faire le criblage à haut débit. Et donc, cette étape qui est en bleu va consister à tester tous les médicaments de manière automatisée, comme Xavier l'a décrit, dans le but, on l'espère, d'identifier des molécules qui soient déjà sur le marché pour une autre application et qui puissent apporter une réponse à la maladie à laquelle on s'intéresse. Alors, vous allez me dire, toutes ces étapes, Xavier vient de nous les présenter, mais donc l'idée cette fois-ci, c'est vraiment systématiquement, de manière reproductible, de refaire ce circuit, non pas pour une ou deux maladies, mais pour un grand nombre de maladies neuromusculaires rares. Alors Xavier vous a parfaitement montré toutes les expertises qui étaient présentes au sein d'ISTEM en termes de criblage pharmacologique, de culture de ces cellules souches. Pour autant, l'AFM finance aussi partout en France un réseau de laboratoires, d'instituts qui sont tous avec des équipes compétentes pour différentes maladies neuromusculaires. Et la force du programme Myopharm, c'est de combiner d'une part l'expérience d'ISTEM qui a cette capacité à développer des modèles de pathologie et à tester des molécules, et de combiner cette expérience avec la connaissance de toutes ces maladies neuromusculaires qui est présente dans nos différents instituts. Donc, les différents instituts qui sont impliqués dans le programme Myopharm, vous avez évidemment ce qu'on appelle les bras armés, donc l'Institut de myologie à Paris, Généton et ISTEM, mais sont aussi impliqués dans ce programme l'Institut de Créteil de Frédéric Relais, l'Université de Versailles avec l'unité de Louis Garcia, l'IGBMC à Strasbourg, tout un réseau de laboratoires à Lyon et l'Institut de Nicolas Lévy à Marseille. Donc, le but de Myopharm, c'est de s'appuyer sur l'expérience d'ISTEM pour tester et appliquer ce modèle de modélisation des maladies et de criblage pharmacologique en combinant ça avec une collaboration intense avec tous les laboratoires financés en France par l'AFM Téléthon et de multiplier le nombre de pathologies pour lesquelles on peut l'appliquer. L'objectif à terme, c'est de pouvoir appliquer ce schéma à 15 ou 20 pathologies neuromusculaires, mais d'ores et déjà, ce sont 8 programmes différents qui ont été lancés. Donc ici, sur cette diapositive, vous avez les 8 projets en cours et vous pouvez voir que, comme je vous le disais, ils impliquent aussi bien des scientifiques de l'Institut de myologie de Marseille, de Lyon ou de Créteil que une diversité de pathologies, puisqu'on va avoir des projets sur les laminopathies qui vont plutôt s'intéresser aux atteintes cardiaques, des projets sur différentes formes de Charcot-Marie-Tooth qui vont plutôt être concentrés sur l'aspect neuronal, et des projets qui vont être sur les myopathies centronucléaires ou les dysferlinopathies qui vont, elles, être concentrées sur des atteintes musculaires. En tous les cas, vous voyez que l'AFM Téléthon, via ce programme Myopharm, essaye d'optimiser tout le savoir-faire, toute la connaissance développée par ISTEM en y joignant toutes les compétences des différents instituts financés par l'AFM Téléthon en France, et en mettant ensemble toutes ces collaborations, eh bien, on est capable de démultiplier le nombre de pathologies neuromusculaires sur lesquelles on peut appliquer ce criblage pharmacologique et éventuellement identifier de nouvelles molécules thérapeutiques. Voilà. Donc, après ce tour d'horizon, on va redonner, je pense, la parole à Élodie pour qu'on puisse répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir, aussi bien à Xavier qu'à moi-même. Eh bien, je vous remercie, messieurs. Alors, j'ai une question de Claire, mais comme on est en petit comité, on va peut-être faire… Est-ce que tu veux prendre la parole, Claire, ou est-ce que tu préfères que je lise ta question? Écoute, je la lis, puis si tu veux la préciser… Vas-y, je vois que tu as activé ton micro, vas-y. Ouais, ça y est, voilà. Oui, du coup, je me dis, j'ai entendu que c'était long comme manipulation pour trouver les biomarqueurs et du coup, après, faire du criblage. Mais du coup, je me dis, pourquoi c'est pas fait quand même en systématique pour toutes les myopathies qui ont déjà un diagnostic génétique précis? Pourquoi c'est pas entrepris dès le départ de trouver les biomarqueurs correspondant à ces myopathies pour qu'ensuite ce soit criblé de façon régulière, quoi. Alors, je vais essayer, Xavier, tu compléteras. Non, si tu veux. vas-y. En fait, le biomarqueur, il va être aussi dépendant du modèle.
C'est-à-dire que le patient qui a une maladie va présenter certaines difficultés, certains symptômes qui peuvent être considérés comme des marqueurs. Pour autant, ce marqueur physique de la personne atteinte de la maladie, on ne va pas nécessairement le retrouver dans la cellule qui est dans une boîte. Donc, selon le niveau auquel tu analyses la maladie, que tu es chez le patient, que tu es dans un modèle animal ou que tu es dans des cellules dans une boîte, il faut que ton marqueur soit présent dans ton modèle. Et donc là, le programme Myopharm, justement, pour chacune des maladies qu'on sélectionne, on commence par construire le modèle, donc fabriquer des cellules qui représentent la maladie. Et c'est sur ces cellules qui représentent la maladie qu'effectivement, de manière systématique, on va chercher un défaut qui n'est pas présent dans des cellules normales et qui est spécifique de ces cellules atteintes de la maladie et qui va pouvoir servir de biomarqueur. Alors après, je crois que la question était aussi sur la systématisation. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas pour toutes les myopathies pour lesquelles on connaît un marqueur ou pourquoi est-ce qu'on ne recherche pas un marqueur à toutes les myopathies et toutes les maladies neuromusculaires? Et la réponse, elle est financière, hein. C'est extrêmement coûteux. Les approches même rapides et systématisées comme les approches de Myopharm coûtent quand même quelques centaines de milliers d'euros à chaque fois. Donc c'est une question de moyens. D'accord. C'est vrai Xavier avait donné quelques chiffres. Pour le programme Myopharm, l'AFM Téléthon s'est engagé à investir jusqu'à 5 millions d'euros pour environ 15 à 20 maladies neuromusculaires différentes. Donc, c'est vrai que ça ne représente entre guillemets que 250 à 300 000 euros par maladie. Mais dès qu'on commence à le systématiser, on atteint rapidement plusieurs millions d'euros. Alors après, l'avantage du réseau Myopharm, c'est que il y a des dizaines de laboratoires en France qui recherchent des biomarqueurs, étudient les maladies génétiques, qui sont plus spécialisés sur une ou l'autre de ces maladies génétiques. Et l'avantage de mettre tout le monde en réseau et de leur donner la possibilité d'utiliser nos plateformes, notre savoir-faire, nos compétences, c'est de leur faire gagner du temps. Et cette mise en partage des compétences par l'AFM, elle est cruciale. Et elle va permettre de démultiplier ces études de développement clinique en réduisant les coûts. Parce que chacun de ces laboratoires tout seul de leur côté n'aurait pas été capable de le faire. D'accord. Et il y a des biomarqueurs qui peuvent être identiques pour des pathologies différentes? Oui. D'ailleurs, c'est souvent ce qu'on essaye de prioriser comme biomarqueur. Parce qu'en fait, le développement d'un test prend beaucoup de temps. Et donc, on gagne énormément de temps à utiliser le même test pour plusieurs maladies. Et donc, en fait, c'est ce qu'on essaye de faire souvent lorsque c'est possible. Alors après, ce n'est pas toujours possible, hein, parce que souvent, les maladies génétiques ont des mécanismes spécifiques. Chaque maladie est un peu particulière, mais il y a des points communs parfois, et on essaye de les identifier. D'accord. Et tout ça, c'est regroupé en base de données? C'est ça, notamment la base de données Myopharm. Dans Myopharm, il y a un projet de construction d'une base de données avec les résultats de séquençage d'analyse génétique de toutes les maladies qui auront été étudiées. Et voilà, ça peut aboutir à l'identification de mécanismes communs à certains groupes de maladies, oui. Le but aussi, c'est que ça puisse faire boule de neige. C'est-à-dire qu'effectivement, les 2-3 premières maladies auxquelles on s'intéresse, il faut entre guillemets tout développer. Il faut trouver des biomarqueurs, il faut créer un test qui permette de tester ce biomarqueur. Et puis, au fur et à mesure qu'on fait de nouvelles maladies, on a plus de chances, en fait, de pouvoir réutiliser un biomarqueur qu'on avait déjà utilisé dans une autre maladie, de pouvoir réutiliser un test qu'on avait déjà fait dans une autre maladie, et donc de gagner du temps sur toutes ces étapes de développement. Un des biomarqueurs qu'on a utilisé et vraiment utilisé de nombreuses fois pour plusieurs maladies, c'est la survie, simplement. Le fait de travailler sur des cellules qui portent une mutation génétique qui entraîne la mort de ces cellules. Les cellules dans nos boîtes de pétri, hein, dans nos petites boîtes, elles vont mourir. Et simplement le fait de mettre un médicament dessus et de s'assurer, de vérifier, de valider le fait que ce médicament a permis à ces cellules de survivre, c'est un marqueur. Et c'est le genre de marqueur et des mécanismes comme ça, il y en a plein hein, en biologie qui sont communs à plusieurs maladies. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Mais ce n'est pas toujours possible. Hein, mais quand c'est possible, on le fait. Et c'est vrai que dans le développement, ce qu'on n'a peut-être pas exactement précisé, c'est qu'effectivement, il y a le marqueur et puis il y a le test. Donc, le marqueur, comme l'a dit Xavier, c'est que la cellule malade, dans les conditions en boîte, va mourir.
Maintenant, le test, c'est comment est-ce que dans le robot, on va être capable de compter, de mesurer le nombre de cellules qui survivent et le nombre de cellules qui meurent. Et c'est pas tout à fait la même chose. Enfin, il y a une observation d'un côté, et puis il y a vraiment être capable d'avoir tout un process qui va être capable de compter le nombre de cellules qui survivent. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le test. Et en fait, c'est là aussi que Myopharm est une vraie force parce que souvent, les scientifiques qui sont dans les différents instituts, ils connaissent la maladie, ils ont déjà travaillé avec des cellules de malades et souvent, ils connaissent les défauts de ces cellules. Donc, ils ont constaté, par exemple, que ces cellules ont une tendance à mourir plus que les cellules non atteintes. Par contre, la vraie force d'ISTEM, c'est d'avoir développé des tests qui vont permettre de le mesurer, de compter exactement ce marqueur dans ces cellules. Et donc là, on a vraiment un apport de savoir-faire des deux côtés. Souvent des équipes de recherche qui connaissent le biomarqueur, mais qui ne sauraient pas comment l'appliquer à un criblage pharmacologique, et ISTEM qui connaît plusieurs tests pour mesurer ces biomarqueurs et qui est capable de faire le criblage pharmacologique. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, je crois qu'elle voulait Claire, tu voulais réagir. rebondir? Vas-y, je t'en prie. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je peux continuer. Vas-y. Alors, du coup, on peut imaginer que pour les myopathies non déterminées, en tout cas en impasse diagnostique, après un séquençage qui n'a rien donné, on pourrait essayer d'étudier, de rechercher des biomarqueurs connus pour essayer par cette voie de trouver une autre forme d'anomalie responsable de la myopathie, quoi. Alors, peut-être qu'Alex, tu veux répondre, mais le point de départ, quand même, est d'avoir accès à un modèle pour lequel on connaît la mutation et on connaît le gène qui est porteur de l'anomalie. Parce que il faut s'assurer que la cause est génétique pour que nos modèles cellulaires récapitulent la maladie. Et si on n'a pas de cause génétique, on part déjà avec... et on va investir 2, 3 ans, 4 ans de travail avec une perspective de résultat qui est déjà un petit peu compliquée dès le départ. Donc après, Alex, je te laisse compléter, mais... Non, tout à fait. En fait, dans un monde parfait, on pourrait imaginer effectivement que même sans connaître la mutation génétique, on fabrique des cellules souches à partir des cellules du patient et on compare avec des cellules d'une personne qui n'est pas atteinte de la maladie et on verrait des différences et on dirait les différences que je vois, elles sont uniquement liées au fait que le patient a une mutation génétique que je ne connais pas, mais c'est cette mutation génétique qui est à l'origine des différences. La réalité, malheureusement, c'est que quand on prend des cellules du patient et qu'on les transforme pour fabriquer des cellules souches, parfois, on va induire aussi des mutations ou des changements dans ces cellules. Et donc, on risque de voir des différences dans les cellules qu'on va fabriquer à partir des cellules du patient qui ne seront pas liées à la mutation génétique de sa maladie, mais au processus de fabrication des cellules souches. Et donc, pour être sûr qu'on n'ait pas ce problème-là, ce qu'on fait dans le programme Myopharm et ce que font Xavier et les scientifiques d'ISTEM habituellement, c'est qu'on ne va pas regarder les cellules d'un seul patient, mais on va prendre les cellules de 3, voire 5 patients au moins, qui ont tous la même mutation. Ce qui fait qu'à partir de 5 patients... Ou qui ont des mutations différentes, mais du même gène. Hein. Voilà, du même gène. Et à partir de ces 5 patients, on va faire 5 prélèvements. De ces 5 prélèvements, on va faire 5 lignées de cellules souches. Et on va comparer ces 5 lignées de cellules souches avec une mutation, avec 5 lignées de personnes qui n'ont pas la mutation. Et c'est une différence qu'on va retrouver dans les 5 lignées de patients et qu'on ne va pas retrouver dans les 5 lignées de personnes non malades, qu'on va considérer comme un bon biomarqueur. Parce que sur 5 lignées de cellules souches différentes, on est à peu près sûr que la seule chose qu'elles ont en commun, c'est la mutation responsable de la maladie. Donc, on peut faire ça, mais à partir du moment où on aura un groupe de plusieurs patients dont on est absolument sûr qu'ils ont exactement la même maladie. Et malheureusement, aujourd'hui, la seule manière qu'on a pour être sûr qu'ils ont exactement la même maladie, c'est de dire qu'ils ont une mutation dans le même gène. Donc, on en revient malheureusement à la conclusion que lorsqu'on ne connaît pas l'origine génétique de la maladie, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué d'envisager de faire un criblage pharmacologique. Ce n'est pas complètement impossible, mais c'est beaucoup plus compliqué. D'accord, merci. Élodie, tu es sur silence.
bah, je peux toujours m'exprimer si je suis sur silence, on risque pas de m'entendre, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que Claire veut poursuivre? Parce que finalement, cet échange est intéressant à bien des égards pour tout le monde. Donc, non, Claire a fini. Alex, si tu veux ajouter quelque chose, sinon je vais me diriger doucement vers le mot de conclusion. Je voudrais Disons pas que là je parle sous le contrôle de Xavier, mais en testant, on va dire 10, 15 ou 20 différentes maladies neuromusculaires et en cherchant pour chacune des médicaments qui sont déjà disponibles et qui pourraient apporter un bénéfice à ces maladies, on espère effectivement trouver des molécules qui vont être spécifiques de ces maladies, mais on peut aussi se retrouver face à des molécules qui vont avoir la même molécule, va avoir un effet dans plusieurs maladies neuromusculaires. Et donc ça, c'est un petit espoir qu'on peut avoir aussi, c'est éventuellement de trouver une molécule qui ait globalement un effet bénéfique pour le muscle en général, sans nécessairement être liée à une mutation spécifique. Alors Donc là, à ce ça, stade, ouais. on n'en sait rien. Mm. On débute et on n'a pas encore identifié même une seule molécule, donc on ne peut pas conclure, mais ça pourrait faire partie des résultats. C'est soit, et ça c'est normalement ce à quoi on s'attend, trouver des molécules spécifiques de chacune des maladies, de chacune des mutations, mais il n'est pas impossible qu'on puisse trouver une molécule qui aurait un effet sur plusieurs maladies et avoir un effet qui soit un peu plus général que simplement une seule mutation. Et donc, pour arriver à faire ce genre de choses, il faut identifier le marqueur dès le départ qui pourrait être à l'origine de ce type de découverte. Parce que c'est à partir de cette décision-là qui est sur quel marqueur on va travailler qu'on aura ou pas la possibilité de pouvoir l'appliquer à plusieurs pathologies, plusieurs maladies. Et donc, un des programmes avec lequel on travaille avec Antoine, qui est là, c'est sur une espèce de pompe à énergie des cellules. Et lorsqu'on travaille sur des pompes à énergie dans les cellules, eh ben, il y a plusieurs maladies qui peuvent bénéficier d'un regain d'énergie. Et donc, on essaye d'identifier ce genre de choses. Quand on travaille sur la communication entre le motoneurone et les cellules musculaires, et qu'on arrive à montrer que la liaison entre les deux se passe mieux, il y a plusieurs maladies neuromusculaires qui sont liées à un dysfonctionnement de cette jonction qui vont pouvoir en bénéficier. Et donc, on essaye comme ça de trouver des biomarqueurs qui peuvent être utilisés à plusieurs pathologies. Alors, effectivement, après, il faut qu'on arrive à démontrer qu'elle est efficace dans l'ensemble de ces maladies. Et de toute façon, ça ne fera gagner que du temps dans les premières étapes de développement, mais il faudra passer par des essais cliniques qui seront de toute façon assez longs. J'ai une question de Mathias. Peut-on cibler autre chose que des molécules, comme des outils de thérapie génique pour corriger le gène? Et je t'invite à prendre la parole si tu le souhaites, vu qu'on est vraiment en petit comité. Un échange verbal est quand même plus sympa pour l'auditoire. Ok, donc, ouais, ma question, donc ma question était, est-ce qu'on peut, donc là on est en train de parler de médicaments qui sont déjà connus et caractérisés. Ma question est, là le but c'est de corriger en fait un peu le symptôme de la maladie et non pas, on va dire, la cause. Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut imaginer un criblage non pas pour cibler la cause, mais pour cibler les conséquences, mais plutôt pour cibler la cause. Donc pour corriger le gène via en ce moment il y a des nouvelles techniques de thérapie génique. Est-ce que justement ces techniques peuvent être criblées dans vos systèmes? Alors, on a cette possibilité et on le fait pour certaines maladies, mais c'est plus le sujet myopharm. Donc, on peut cribler. Par exemple, on a un programme dans l'Institut qui vise à optimiser un traitement de thérapie génique. Donc, on administre la solution. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais on met le médicament qui est censé fonctionner, mais qui marche partiellement, et on va y additionner tous les médicaments possibles pour voir quel médicament pharmacologique va permettre d'améliorer l'efficacité de la thérapie génique. Ça, c'est une façon de faire. Après, tu parlais
j'imagine, des outils CRISPR et de la capacité et de la possibilité de pouvoir corriger des anomalies génétiques directement dans le génome en utilisant des guides qui vont nous permettre d'avoir une efficacité optimale sur ce gène-là pour corriger la mutation génétique. C'est aussi possible, mais nous, au laboratoire, on n'a pas encore réussi à faire ce développement. Je sais qu'il y a d'autres laboratoires qui travaillent sur ça. Nous, on ne l'a pas fait. Après, nous, ce qu'on fait un petit peu ce qui découle un petit peu de ta question, c'est il y a une technique qui est pour le coup pas très récente, hein, qui est l'ARN interférence, qui nous permet d'éteindre des gènes. Et donc ça, on le fait sur notre plateforme de criblage. On peut éteindre des gènes et l'objectif, c'est après de voir dans une maladie génétique comme une myopathie, quel gène, lorsqu'on l'a éteint, permettait de sauver, d'améliorer les symptômes de cette myopathie. Donc c'est ce qu'on appelle du criblage, mais fonctionnel cette fois-ci. Mais la thérapie génique n'a pas forcément besoin du criblage pour pouvoir être développée parce que aujourd'hui, ce n'est pas vraiment l'efficacité in vitro qui cherche à être optimisée, c'est plus une efficacité dans les modèles animaux ou chez le patient ou dans la capacité à délivrer le médicament. Parce que là, dans le cas de la thérapie génique, c'est plus cette question-là qui est importante. Pas forcément de pouvoir tester à haut débit des vecteurs de thérapie génique qu'il faut de toute façon produire et qui coûterait extrêmement cher. Donc, mais on peut faire du criblage fonctionnel, oui. Et si je peux compléter, techniquement, on peut effectivement envisager des criblages entre guillemets de ce qu'on veut, des ARN interférents, enfin des petites molécules de type ARN. La difficulté, c'est que dans ce cas-là, on va identifier un élément nouveau qui, comme l'avait décrit Xavier dans ses toutes premières diapositives, va devoir passer au travers de toutes les étapes de validation préclinique, de tests de toxicité en phase 1, en phase 2, en phase 3. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une logique où on essaye d'aller très vite et si possible avec des coûts réduits pour être sûr que le médicament soit accessible aux patients rapidement, en utilisant des molécules qui sont déjà sur le marché, qui ont déjà passé toutes les étapes de phase 1, 2 et 3. On revient dans un raisonnement pharmacologique classique qui est de chercher une nouvelle entité ou une nouvelle molécule pharmacologique. Donc évidemment, on peut cribler ce type de molécule sur ces plateformes sans aucun problème. Par contre, ensuite, eh bien, on s'impose toutes les étapes de développement que Xavier a décrit. Et donc, on n'est plus du tout dans la même logique ni de temps, ni de coût. Oui, parce que la logique de temps et de coût, elle est nécessaire pour les maladies génétiques ultra rares. C'est sûr que si on s'attaquait à des maladies génétiques ou pas génétiques qui seraient beaucoup plus fréquentes, on n'aurait pas trop de mal à trouver des investisseurs privés, industriels, de l'industrie pharmaceutique ou autres qui seraient intéressés à injecter 50 millions d'euros ou 100 millions d'euros pour le développer, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on s'attaque à une maladie génétique qui touche 10 personnes. Donc il faut pouvoir réduire considérablement les coûts et le temps de développement parce que l'un va avec l'autre. Et c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là de faire du repositionnement. Alors après, on peut complexifier un peu ça. On peut par exemple essayer de faire du repositionnement, mais en multipliant les médicaments. Mettre un médicament ou deux médicaments ou de mettre tous les 3000 médicaments deux par deux pour essayer de voir quelle est la meilleure combinaison. Et donc, ça nous permettrait d'augmenter encore plus nos chances de trouver parce que lorsqu'on fait du repositionnement, on augmente notre capacité à pouvoir tester sur un grand nombre de maladies, mais on réduit notre capacité à pouvoir trouver quelque chose d'efficace. Parce que les médicaments, il faut voir les médicaments comme une pierre précieuse qui n'a pas encore été taillée. Pardon, c'est exactement l'inverse. Il faut voir les nouvelles entités chimiques comme une pierre précieuse qui n'a pas été taillée, alors que le médicament, c'est un beau diamant bien poli, bien taillé. Et ce médicament-là, il ne va pas pouvoir rentrer dans toutes les bagues parce qu'il peut être trop gros, trop petit, il peut se porter d'une certaine façon, il peut ne pas avoir la bonne couleur. Mais l'objectif pour nous, c'est de trouver un médicament, même s'il ne sera pas parfait, même si il ne sera pas parfaitement à la taille, mais on essaiera de voir s'il est efficace quand même. Et donc, on n'aura peut-être pas le meilleur résultat, mais on y arrivera. Alors que si on prenait une pierre précieuse brute et qu'on allait voir un tailleur et qu'on lui demandait de passer 3 ans à tailler cette belle pierre pour la faire sur mesure à la bague qu'on veut offrir à notre cher et tendre, eh ben, on finirait par avoir la bague idéale avec le diamant idéal, mais ça aura pris beaucoup plus de temps.
Et donc, dans le cas des maladies génétiques ultra rares, ce n'est pas possible. On n'y arrivera pas. Donc, il faut pouvoir essayer de trouver ce qu'on va pouvoir adapter. Claire a une question. Merci Xavier. Moi, je voulais savoir s'il y a des problèmes, des difficultés d'accès à des médicaments. Est-ce que c'est plus facile d'utiliser des génériques pour faire les tests? Ou est-ce que vous avez vraiment accès à l'ensemble des médicaments, même les nouveaux, Alors, ceux qui oui. sont découverts les plus récemment, quoi? Non. Alors, on n'a pas accès aux derniers médicaments. Le chiffre que je vous ai donné, environ 3000 médicaments, il faut savoir qu'il y en a environ 2200 ou 2300 qui sont libres de droit. Donc la grande majorité, c'est-à-dire qu'ils ont fait leur temps, ils ont rapporté de l'argent à la personne, au laboratoire qui l'avait découverte, et puis ils sont tombés dans le domaine public, et donc on peut les utiliser un petit peu comme on veut. Donc la majorité de ces médicaments, ils sont libres de droit, accessibles, et donc on n'a pas besoin de s'embêter la vie à acheter des génériques, on peut les acheter directement prêts, directement dans les plaques. Hein. Ils arrivent, ils sont directement positionnés là où on veut avec un fichier informatique qui nous dit dans tel puits, il y a tel médicament. Donc tout est parfaitement fait. Et puis après, on peut acheter les molécules qui nous manquent au cas par cas lorsqu'on travaille sur une maladie bien précise. Mais voilà, après, c'est encore une fois qu'une question de coût. Hein. La librairie de molécules, de médicaments libres de droit, la plus classique que la plupart des laboratoires utilisent, elle est composée de 1200 composés, 1200 médicaments. Elle coûte une dizaine de milliers d'euros. D'accord. Donc, c'est pas hors de prix, mais c'est pas cheap non plus, quoi. Est-ce qu'il y a encore peut-être une dernière question, puisque je vois qu'il est 19h26. Tic-tac, tic-tac. Ou alors, est-ce que c'est le moment où je conclus aussi brillamment que j'ai introduit? Bon, je vais vous dire un petit mot de remerciement. Je vous repasserai la parole après, Xavier, Alexandre, si vous voulez ajouter quelque chose pour se quitter. Donc, d'abord, merci merci à vous deux pour votre disponibilité qui n'est pas légendaire, parce que vous êtes quand même partout et disponible tout le temps. Donc, ça, c'est quand même assez appréciable. Prétendre que j'ai tout compris au criblage serait un peu prétentieux, mais j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. J'espère que c'est partagé par toutes celles et ceux qui étaient là, même s'il y en a qui sont un peu plus calés que moi sur le sujet. Voilà, donc c'était une première, ce format numérique pour la fête de la science, un contexte sanitaire oblige. Les apéros au labo se poursuivent toute la semaine, donc sur la même plateforme, via le même principe d'inscription, avec d'autres chercheurs, tous plus brillants et brillantes les uns que les autres. Donc, je vous invite à poursuivre les apéros toute la semaine. Je vous envoie le lien. Je vous remercie une nouvelle fois. Et puis, messieurs, si vous voulez dire un petit mot avant qu'on ne se quitte définitivement, que je coupe l'enregistrement et que je coupe la plateforme et que je coupe tout et que j'éteigne la lumière en partant. Alex, vas-y. Je Non, te moi, laisse le mot de la fin. J'ai beaucoup trop parlé aujourd'hui. Ah non, j'allais te laisser le mot de la fin. Non, moi je pense que j'étais content de pouvoir présenter, en particulier aux gens des groupes d'intérêt et des délégations, l'action de Myopharm qui permet vraiment de faire travailler ensemble tous les laboratoires qu'on finance en France, donc vraiment d'avoir une action de collaboration. Mais je crois que ce qui est important aussi, c'est qu'ils se rendent compte de la quantité de savoir-faire et de compétences qui sont aujourd'hui présentes dans les bras armés en général, mais en particulier à ISTEM, qui aujourd'hui est véritablement un des leaders sur tout ce développement pharmacologique au bénéfice des maladies rares génétiques. Voilà. Et ben moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée et puis bon Téléthon à tous.